Le tic-tac de l'horloge accrochée au mur du cabinet de la docteure Abigail Remington résonnait avec une précision cruelle. Chaque seconde semblait une attaque personnelle pour Thomas Keller, assis dans un fauteuil aussi rigide que son dos, les jointures de ses mains blanchies par la pression sur ses genoux. « 6 mois, monsieur Keller. C'est la fenêtre que nous avons ?» La docteure Remington ôta ses lunettes et se frotta l'arête du nez, sa voix imprégnée de cette compassion maîtrisée qu'on acquiert à force d'annoncer des mauvaises nouvelles. Après cela, les connexions neurologiques d'Ellie seront figées. Les chances de récupération significative chuteront brutalement. Thomas fixait les images cérébrales projetées sur l'écran mural, des formes grises et floues dans lesquelles se trouvait sa fille, sa vraie fille, celle qu'il connaissait, quelque part ensevelie sous les tissus endommagés et les connexions rompues. « Elle n'a que 8 ans, murmura-t-il, sa voix cassée. Il doit y avoir plus de temps. » D'un geste silencieux, la docteure glissa un dossier vers lui. J'y ai détaillé un programme de rééducation intensif. Votre assurance couvre 6 mois de soins spécialisés. Mais après, elle laissa la fin de la phrase en suspens, suspendue dans l'air froid et aseptisé du bureau. 6 mois pour reconquérir ce qui avait été détruit en 6 secondes. L'arithmétique cruelle du destin. Cela faisait déjà 3 mois. 3 mois depuis l'accident. 3 mois d'hôpitaux, d'odeurs, de désinfectants qui s'incrustaient dans ses vêtements. 3 mois de conversation à sens unique avec une enfant figée, regardant au travers de lui avec les yeux vides qui, autrefois, étincelaient de malice et de vie. « Et les traitements expérimentaux ?» demanda Thomas, le désespoir perçant dans sa voix. « J'ai lu des choses sur la stimulation cérébrale, les cellules souches. » La docteure secoua la tête. « Le cas d'Ellie est très complexe. Sa blessure à la moelle épinière poserait déjà de nombreux défis. Combiné à son traumatisme crânien, les complications sont majeures. » Elle soupira. « Je ne veux pas vous offrir de faux espoirs, monsieur Keller. » Comme si l'espoir réel existait encore, pensa-t-il. En dehors de ces murs, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi de quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. En sortant du centre médical, Thomas s'arrêta sur les marches, baigné par un soleil de printemps qu'il ressentait comme une insulte. Sa poitrine, elle, restait glacée. Son téléphone vibra. Encore l'agence d'architecture. 3 mois de congés compassionnels et leur patience s'effilochait. Les projets s'accumulaient, les clients s'impatientaient. Il allait ignorer l'appel quand une voix familière l'interpella. « Le temps est un voleur, Thomas !» Martha Bennett, leur voisine depuis qu'il avait emménagé à Maple Grove après la mort de Rachel, se tenait au bas des marches, bien droite malgré ses 81 ans. Ses cheveux argentés captaient la lumière. Il vole plus que des années. Il vole les possibles. Il rangea son téléphone. « Pas maintenant, Martha !» Elle monta les marches lentement, s'appuyant légèrement sur sa canne. « Je t'ai vu entrer tout à l'heure. Devine que les nouvelles ne sont pas bonnes. » Ce n'était pas une question. « 6 mois, dit-il, les mots lourds dans sa bouche. Martha souffla par le nez. Les médecins adorent de poser des dates de péremption sur les miracles. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit sac en papier. « Je t'ai apporté un sandwich. Jambon et fromage suisse. Tu maigris, Thomas. » Ce geste inattendu faillit le briser. Il accepta le sac, la gorge nouée. « Ellie a besoin de plus que ce que je peux lui offrir, » avoua-t-il. Une confession arrachée comme un pansement sur une plaie à vif. Martha l'observa, ses yeux pâles et perçants, l'analysant comme toujours. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de quelque chose de médical. Il faillit rire. Ce qu'elle a besoin, c'est d'un miracle. Les miracles se déguisent parfois en choses ordinaires, répondit-elle doucement. Mon Marold ne pouvait plus parler après son AVC. Pas un mot. Puis un jour, notre vieux Golden Retriever s'est assis près de lui, a posé sa tête sur ses genoux et il a dit « Bon chien ». D'une voix nette comme le jour, Martha réajusta son foulard, impassible face au vent. Parfois, c'est le cœur qui trouve des chemins quand le cerveau ne peut plus. Thomas en avait entendu des histoires de ce genre. Des comparaisons bien intentionnées, mais vides. Ellie ne luttait pas juste avec les mots. Elle était enfermée dans un corps brisé, ses membres gracieux d'autrefois désormais raides et immobiles. Sa souplesse de danseuse disparut, remplacée par des angles inertes. « Je dois rentrer » dit-il, consultant sa montre. L'infirmière de jour finit à 16 heures. Martha hocha la tête, pas vexée par son brusque départ. « Tu sais, Ellie n'est pas la première à Maple Grove à avoir besoin d'un miracle, et ce ne sera pas la dernière. » Alors qu'il tournait les talons, elle ajouta « Le centre communautaire organise une adoption ce week-end.
Toutes sortes de bêtes cherchent quelqu'un à sauver, et parfois, elles font un peu de sauvetage elles-mêmes. Il hocha poliment la tête, déjà absorbé par la logistique du soir. La dernière chose dont Ellie avait besoin, pensait-il, c'était d'un animal. Leur maison était déjà une salle de soins déguisée. Lit médicalisé dans le salon, rampe au porche barrée au parallèle remplaçant la table à manger. Sur le chemin du retour, Thomas passa devant les lieux autrefois banals, aujourd'hui devenus des hôtels du chagrin. L'école primaire d'Ellie, le studio de danse avec son auvent rose délavé, le glacier où ils avaient fêté son acceptation à un prestigieux programme d'été. À un feu rouge, Thomas aperçut son reflet dans le rétroviseur. L'homme qui lui renvoyait son image semblait presque étranger. Les traits tirés, les yeux cernés, 3 mois de douleur gravés dans chaque pli autour de sa bouche. Rachel ne l'aurait pas reconnu. La pensée surgit sans prévenir, amenant avec elle la vague familière de culpabilité. Rachel qui n'avait jamais vécu assez longtemps pour voir ce qui était arrivé à leur fille. Rachel, dont l'absence le laissait seul témoin des ruines de leur famille. Le feu passa au vert et Thomas reprit sa route. Sa maison, bien que semblable à celle de ses voisins en apparence, se distinguait désormais par l'aura de tragédie qui l'entourait. La rampe menant à la porte d'entrée aurait tout aussi bien pu porter une enseigne « Ici vit le malheur ». À l'intérieur, l'infirmière Joanne Pearson lisait à haute voix le livre préféré d'Ellie, la voix animée malgré le silence de l'auditrice. Ellie était assise dans son fauteuil spécialisé, la tête maintenue par un coussin, les yeux fixés dans le vide. Ses cheveux blonds, autrefois si vivants, étaient tressés proprement. Quelqu'un, sans doute Joanne, avait peint ses ongles d'un rose vif. « Voilà ma championne », dit Thomas avec un enthousiasme forcé. « Papa est rentré, mon étoile ». Aucune réponse, aucune étincelle dans les yeux d'Ellie, juste le lent va-et-vient de sa poitrine sous son pyjama imprimé de chaussons de danse. Un vestige de sa vie d'avant. « Elle a passé une bonne journée », annonça Joanne en rassemblant ses affaires. Elle a mangé presque tout son déjeuner. Je crois qu'elle a suivi du regard 1 ou 2 fois pendant la kiné. L'espoir était dangereux, mais Thomas s'y agrippait. « Suivi comment ?» demanda-t-il, la voix tendue, juste ses yeux. Le thérapeute bougeait la main, et je pense qu'elle l'a suivi. Peut-être, après son départ, Thomas s'assit à côté du fauteuil d'Ellie et prit sa main flasque dans la sienne. Ses doigts, qui autrefois nouaient les rubans de ses pointes avec précision, reposaient maintenant inertes contre sa paume. « La docteure dit qu'on a du pain sur la planche », commença-t-il, reprenant le ton des monologues qui ponctuaient désormais leur quotidien. « Un gros programme pour les prochains mois. Tu es prête pour ça, ma grande ?» Il observe son visage, cherchant un clignement, un sursaut, n'importe quoi. Mais Ellie demeurait figée, ses traits vides, ses yeux d'un bleu limpide, ceux de Rachel sans vie. L'accident n'avait rien eu d'extraordinaire. Pas de conducteur ivre, pas de course-poursuite. Juste une nuit de pluie, un chauffeur distrait par son GPS et Ellie qui pratiquait ses pliés dans la cuisine 1 minute et se retrouvait sur une civière la suivante. Thomas était dans son bureau à l'étage, absorbé par une réunion importante. Il avait entendu le bruit sourd, le fracas, puis le cri d'Ellie, brusquement interrompu. Parfois, il le réentendait dans ses rêves, ce silence brutal, celui qui avait tout changé. Le carillon du couloir, une antique horloge offerte par les parents de Rachel le jour de leur mariage, sonna 4 fois. Thomas serra doucement la main d'Ellie. « 6 mois, ma belle, c'est ce qu'ils disent. Mais on va leur prouver qu'ils se trompent. Les Keller, on n'abandonne pas. » Dehors, à travers la baie vitrée, Martha plantait des bulbes, accroupie malgré son âge, les mains dans la terre noire du printemps. La vie continuait. Les saisons changeaient, indifférentes au drame figé dans les murs de cette maison. Thomas repensa à ce qu'elle avait dit. À propos des miracles, des chemins du cœur que le cerveau ignore. Il chercha machinalement dans sa poche. Le dépliant de l'événement d'adoption était toujours là, froissé entre 2 reçus de médicaments et des rappels de rendez-vous. Il rejeta l'idée aussitôt. Un animal était la dernière chose dont ils avaient besoin. Une autre vie à gérer, une responsabilité de plus. La maison débordait déjà de machines, de tuyaux, de protocoles médicaux. « Un peu de musique ?» proposa-t-il. Il prit la tablette connectée au système audio. Autrefois, les œuvres de Tchaïkovski ou Stravinsky résonnaient dans toute la maison, témoins d'un quotidien heureux. À présent, elles sonnaient comme une ironie cruelle. Mais les thérapeutes insistaient, les sons familiers pouvaient déclencher quelque chose. Les premières notes du lac des cygnes emplirent la pièce. Thomas crut percevoir un tressaillement, un imperceptible frémissement dans les yeux d'Ellie. Était-ce réel ?
Était-ce un mirage? Trop furtif pour être certain. Mais assez pour allumer une étincelle. 6 mois, 26 semaines, 182 jours, un compte à rebours cruel suspendu au tic-tac de l'horloge. Thomas regarda sa fille, ou plutôt la coquille de ce qu'elle avait été, et fit une promesse silencieuse. Il la retrouverait. Où qu'elle soit, enfouie dans ce corps blessé, il la ramènerait, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, la routine du matin se déroula avec une précision presque religieuse. Réveil à 5h30, douche rapide pendant qu'Ellie dormait encore, préparation des médicaments, vérification des constantes. L'appartement résonnait des bips des appareils, un orchestre mécanique qui avait remplacé les rires d'autrefois. Thomas lava doucement le visage d'Ellie avec une serviette tiède, énumérant chaque geste comme le recommandait le manuel. « Debout, ma puce, on chasse les poussières de sommeil. » Sa voix se voulait légère, mais l'élan n'atteignait jamais son cœur. « Il fait beau aujourd'hui, peut-être qu'on pourra sortir un peu sur le porche ?» Les yeux d'Ellie s'ouvrirent. Fixe, immuable, sa chevelure autrefois bouclée s'écrasait mollement contre l'oreiller. Thomas passa une brosse, retenant un soupir à chaque nœud, murmurant des excuses, même si elles ne montraient aucun signe d'inconfort. « Tes cheveux repoussent. Tu te souviens l'an dernier, quand j'ai tenté de te couper la frange ? Tu m'as dit que je t'avais transformé en chien de berger. » Il rit tout bas, seul, sans réponse. Il détestait la sonde d'alimentation. Chaque matin, le même combat intérieur. Sa fille, autrefois friande de pancakes aux myrtilles, était désormais nourrie par un tube. Il décrivit un petit déjeuner imaginaire pendant qu'il remplissait les poches de solutions nutritives. Madame Harper dit que ses rosiers sont en avance cette année. Des jaunes énormes. Elle en parle à tout le monde comme si c'était ses enfants. Il entama les exercices de mobilisation. Bras, jambes, lentement, pour prévenir l'atrophie. Les membres d'Ellie ne résistaient pas. Ils ne coopéraient pas non plus, comme manipuler une poupée. La pensée le foudroya. Il serra les dents, compter les répétitions l'aidait à oublier que sa fille n'était plus capable d'étreindre, de danser, de courir. Lorsque la sonnette retentit, Thomas repositionna soigneusement les membres d'Ellie dans la position neutre recommandée par le kiné, puis se dirigea vers la porte. Sur le perron se tenait Jessica Monroe, la kinésithérapeute d'Ellie. Ses cheveux roux attachés en queue de cheval, elle portait un grand sac rempli d'équipements. « Bonjour Thomas, comment va notre battante aujourd'hui ?» Il s'écarta pour la laisser entrer, reconnaissant comme toujours pour son énergie contagieuse. À peu près comme hier, peut-être un peu plus éveillé pendant le petit déjeuner, le mensonge sortit naturellement. Une petite fiction pour nourrir l'espoir, le sien autant que celui de Jessica. Elle installa son matériel avec une efficacité acquise par l'habitude. J'ai apporté une balle sensorielle nouvelle. Elle s'illumine et vibre que quand on la serre. On va voir si Ellie réagit. Thomas hocha la tête, s'éclipsa dans la cuisine pour préparer du café pendant qu'elle commençait la séance. À travers la porte entr'ouverte, il entendait la voix chaleureuse de Jessica, encourageant Ellie, célébrant les moindres réactions comme s'il s'agissait de véritables exploits. Et peut-être que dans leur nouvelle réalité, c'était le cas. Sur le comptoir de la cuisine, le courrier s'était entassé. Une montagne de lettres, factures, relevés d'assurance, rappels de paiement. Thomas les écarta pour faire de la place à son ordinateur portable. Une lumière rouge clignotait, 27 nouveaux emails. La plupart provenaient de son agence d'architecture. Il ouvrit le dernier. « Thomas, nous avons besoin de ta confirmation sur les modifications du projet Green Hill avant la fin de la journée. Les clients s'impatientent. Réunion du conseil vendredi, on évoquera ton statut. Merci, Nathan. » L'entreprise avait fait preuve de patience au début. 3 mois de congé compassionnel, c'était exceptionnel. Mais le sablier se vidait. Il ferma l'ordinateur sans répondre. Un problème pour plus tard. Son téléphone vibra. Un message de sa mère depuis l'Arizona. « Des nouvelles de notre petite étoile ? On peut venir le mois prochain si tu veux. » Il répondit simplement « Stable. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. » Mais il savait qu'il viendrait quand même. Chaque visite de ses parents était un mélange d'amour maladroit, de pitié mal cachée et d'un malaise qu'il n'avait jamais su dissiper. Par la fenêtre, il aperçut Martha dans son jardin, les mains noircies de terre, son vieux chat Maurice installé comme une sentinelle sur le muret. Cette image de tranquillité domestique réveilla en lui une douleur sourde, un souvenir d'avant, de quand tout allait bien. La voix de Jessica l'appela depuis le salon. « Thomas, viens vite !» Il accourut, le cœur tambourinant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jessica avait les yeux brillants. « Regarde ses yeux. Ellie, où était la balle? Tu peux la trouver ?» Thomas se mit à genoux devant le fauteuil d'Ellie. Jessica tenait une balle violette qui clignotait doucement.
Elle la déplaçait lentement de gauche à droite, et les yeux d'Ellie bougèrent légèrement, lentement. Mais ils suivaient, un vrai mouvement volontaire, aussi bref fut-il. « Tu l'as vu ?» murmura Jessica comme si parler plus fort pouvait briser la magie. Thomas hochait déjà la tête, ému jusqu'au bord des larmes. « Ellie, ma chérie, tu vois la balle ?» Il prit l'objet et le fit passer devant son visage. Mais cette fois, rien. L'instant avait disparu. Jessica posa une main sur son épaule. « C'était réel, Thomas. Je l'ai vu. Tu ne l'as pas rêvé. » Après son départ, Thomas s'assit et relut encore et encore les notes que Jessica avait laissées. Suivi visuel, bref. Recommandé stimulation continue avec objet lumineux à contraste élevé. Un jargon froid pour décrire ce qui, à ses yeux, frôlait le miracle. Ce simple mouvement d'yeux après 3 mois de silence. Le reste de la journée s'écoula dans une routine floue. Perfusion, changement de position, email bâclé. Durant la sieste d'Ellie, il tenta de répondre aux messages les plus urgents. Il promit à Nathan un appel le lendemain. Le soir venu, il entama les rituels du coucher. Bain à l'éponge, nouveau pyjama, celui avec les étoiles qu'elle préférait. Nettoyage des dents avec une mousse sans rinçage. Il lut à voix haute un chapitre du Jardin secret. Ellie adorait ce livre. Il ne s'attendait plus à des questions ni des demandes de « juste encore un chapitre », mais il lisait quand même. Si tu regardes dans la bonne direction, tu peux voir que le monde entier est un jardin, lut-il à voix basse, et si tu gardes ton esprit occupé, il a moins de chances de te rappeler que tu ne peux pas te promener comme les autres. Il referma le livre, scruta le visage d'Ellie à la lumière tamisée. « J'essaie, mon ange. J'essaie de toutes mes forces. » Il l'embrassa sur le front et sentit une larme couler. Mais ce n'était pas la sienne. Une perle salée avait glissé sur la joue d'Ellie. Étaient-ce ses larmes? Était-ce une coïncidence? Il ne savait plus. Il les essuya doucement, en murmurant des excuses, comme si elle l'avait prêté, ses larmes, ne pouvant plus pleurer elle-même. Plus tard, seul dans la cuisine, un verre de bourbon à la main qu'il ne touchait même pas, Thomas regardait une fois encore Martha dans son jardin. La vieille femme parlait doucement à quelque chose ou à quelqu'un près d'un rosier. Il ne distinguait pas ce que c'était. Son téléphone vibra, une alerte du calendrier, événement d'adoption au centre communautaire, 10 heures. Il avait dû l'enregistrer machinalement après la remarque de Martha. Son doigt survola le bouton « Supprimer ». Puis il s'arrêta et le remplaça par « Rappel activé, 7 heures ». Pas parce qu'il croyait qu'un chien pouvait accomplir des miracles, pas parce qu'il pensait que Martha avait raison sur les chemins que le cœur peut suivre, mais parce que, ce jour-là, Ellie avait bougé les yeux. Et peut-être, juste peut-être, il existait des chemins vers elle que la médecine ne pouvait pas tracer. Qu'avaient-ils à perdre? Le lendemain matin, Thomas se réveilla bien avant son alarme. Il avait à peine dormi. L'idée de cette adoption n'arrêtait pas de tourner dans sa tête, à la fois absurde et étrangement logique. Il prépara Ellie avec soin, lui mit une robe propre, ajusta sa position dans le fauteuil, vérifia ses constantes, puis, après avoir hésité pendant de longues secondes, il attacha à son poignet son petit bracelet à breloques, celui qu'elle portait toujours avant l'accident. Il avait réparé le fermoir lui-même avec une épingle de sûreté. Le petit chausson de ballet et le cœur en argent tintaient doucement à chaque mouvement. Le centre communautaire de Maple Grove était à moitié vide lorsqu'il arriva. Il avait longuement hésité à laisser Ellie avec une infirmière pour la matinée, mais si cette visite avait une chance, même infime, de lui apporter quelque chose, elle devait être présente. « Événement d'adoption aujourd'hui ?» murmura-t-il en poussant son fauteuil roulant sur la rampe. « On fait juste un tour, d'accord? Aucun engagement. » La tête d'Ellie penchait légèrement sur le côté, ses yeux fixés sur un point lointain. Thomas ajusta son oreiller, remit la couverture sur ses jambes. Un grand panneau peint à la main les accueillit. Deuxième chance, journée d'adoption régionale. Une femme d'une 50aine d'années, veste siglée bénévole et sourire poli, les intercepta à l'entrée. « Bienvenue, je suis Kelly Harmon, je coordonne l'événement aujourd'hui. » Son regard se posa brièvement sur Ellie, hésita, puis redevint professionnel. « Vous cherchez un animal en particulier ?» Thomas n'en avait aucune idée. Il improvisa. « On jette juste un œil. Ma fille, Ellie, a eu un accident. Quelqu'un m'a parlé de thérapie assistée par l'animal. » Le visage de Kelly s'adoucit. « Dans ce cas, suivez-moi. Nous avons plusieurs animaux calmes, potentiellement adaptés à un environnement thérapeutique. » La salle de sport du centre avait été transformée en refuge temporaire. Des enclos mobiles bordaient les murs,
chacun occupé par un chien ou un chat, tous surveillés par des bénévoles. Au centre, des cages empilées abritaient des chats, et dans un coin, les petits animaux, lapins, cochons d'Inde, même un furet qui les regardait d'un air suspicieux. Kelly s'arrêta devant un enclos. Un lapin couleur caramel grignotait paisiblement du foin. Voici Muffin, 3 ans, très douce. Les lapins sont souvent apaisants pour les enfants à mobilité réduite. Thomas s'accroupit, guida délicatement la main d'Ellie vers la fourrure douce de l'animal. Aucun changement dans son expression. Pas de sourire, pas de clignement. Il retira sa main, la déception lui tombant sur les épaules comme un manteau mouillé. Kelly sourit, compréhensive. Peut-être qu'un animal plus réactif serait mieux. On a des chiens très doux, même un chat qui adore les câlins. Ils passèrent devant des cages, saluèrent un cacatoès bavard, 3 chihuahuas surexcités qui firent grincer les dents de Thomas. Rien ne semblait provoquer la moindre réaction chez Ellie. « Je crois qu'on a fait le tour », dit-il en consultant sa montre. L'heure de ses médicaments approchait. Il devait encore appeler l'assurance pour contester un refus de remboursement. C'était une erreur de venir. Alors qu'il faisait demi-tour, un aboiement grave et profond résonna depuis un coin isolé de la pièce. Thomas tourna la tête. À l'écart, dans un enclos plus grand, un berger allemand assis comme une statue observait la salle avec une intensité presque humaine. « Qui est-ce » demanda-t-il, plus par politesse que par réel intérêt. Kelly hésita. « C'est Hunter, un cas un peu particulier, ancien chien militaire, pas vraiment recommandé pour les foyers avec enfants ou soins médicaux complexes. » Thomas se redressa. « Pourquoi ? Il a été blessé en mission, son maître est décédé. Depuis, il a été adopté 2 fois, puis ramené. Il est intelligent, mais anxieux. Pas agressif, mais disons qu'il a besoin d'un environnement structuré. On espère encore le replacer dans un programme de police ou de sécurité. » Thomas aurait dû continuer son chemin, mais les yeux du chien restaient fixés sur Ellie. Pas sur lui, pas sur Kelly. Un regard concentré, intense, quelque chose de presque magnétique. « On peut s'approcher » demanda-t-il. Kelly eut un mouvement de recul. « Je ne suis pas sûr que ce soit judicieux, avec l'état de votre fille. Juste pour regarder, insista Thomas. Elle échangea un regard avec un jeune bénévole assis à côté de l'enclos. Le garçon haussa les épaules. « Il est calme ce matin. C'est vous qui voyez. Jason, mets la courte laisse s'il te plaît, » dit Kelly. Le jeune homme harnacha le chien avec précaution. Hunter sortit de l'enclos avec la fluidité d'un athlète, malgré une boiterie évidente de la patte arrière droite. De près, Thomas remarqua qu'il était plus âgé qu'il ne le paraissait. Des poils gris parsemaient sa gueule, une longue cicatrice courait le long de son flanc. Pourtant, une dignité incroyable émanait de lui. « Il a été entraîné dans l'armée » demanda Thomas. « Oui, pour la détection d'explosifs. Son maître a été tué. Hunter a été rapatrié avec des blessures. La famille du soldat n'a pas pu s'en occuper. Depuis, il a eu du mal à trouver une place. » Mais Hunter n'avait pas bougé. Il observait Ellie. Son regard n'avait pas vacillé. Jason ajouta doucement « Ces chiens-là sont entraînés pour ressentir des choses. Ils savent quand quelqu'un souffre. »« On peut tenter un contact ?» demanda Thomas. Kelly hésita puis acquiesça. « D'accord, mais on va y aller doucement. » Jason approche-le lentement. Thomas fit avancer le fauteuil à environ 2 mètres du chien qui s'assit calmement. Il ne montrait aucun signe d'excitation ou d'anxiété. Juste de la concentration. Puis, dans un mouvement presque chorégraphié, Hunter se coucha lentement, posant son museau au sol, les pattes avant étendues, une posture de soumission apprise. Il ne voulait pas effrayer. « C'est fascinant », souffla Jason. Il désamorce la situation. Il la sent fragile. « Est-ce qu'on peut rapprocher Ellie ?» demanda Thomas. Kelly hocha la tête. Il poussa le fauteuil doucement. 1 mètre, puis quelques centimètres encore. Hunter n'avait pas bougé. Jason détacha un peu la laisse. Le chien, lentement, se hissa sur ses coudes et rampa jusqu'au fauteuil, son museau à quelques centimètres de la main d'Ellie. Il renifla doucement. Puis, avec une délicatesse presque irréelle, posa sa tête sur l'accoudoir tout près de ses doigts immobiles. Thomas se figea. Tout autour d'eux semblait s'être arrêté. Les aboiements, les conversations, les pas, tout se fondait dans un silence chargé de tension. Et puis Hunter toucha doucement les doigts d'Ellie avec son museau. Rien, mais Thomas resta immobile, l'espoir suspendu. Et puis, le doigt d'Ellie bougea, une fois, à peine. Mais c'était réel, il avait bougé. Thomas ne disait rien, il avait peur de parler, peur de briser ce qu'il venait de voir. Son regard oscille entre la main d'Ellie et le museau du chien. Ce n'était pas un spasme. Ce n'était pas un réflexe, c'était une réponse, une tentative de mouvement. « Tu as vu ça ?»
murmura-t-il à Kelly, presque incrédule. Elle hocha la tête lentement, ses yeux toujours rivés sur la scène. C'était peut-être un réflexe, mais c'était différent. Hunter, lui, n'avait pas bougé. Toujours immobile, le museau posé contre la main d'Ellie, il attendait. Et puis il recommença. Il poussa légèrement les doigts inertes du museau. Un deuxième mouvement, léger, hésitant, mais réel. Une autre tentative. Thomas sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle essaie de le toucher. Kelly, troublée, prit une décision rapide. Je n'aurais jamais autorisé cette interaction normalement. Mais là, je vais te dire franchement, monsieur Keller, je n'ai jamais vu ce chien réagir de cette façon avec qui que ce soit. Il l'a choisi. Thomas hocha la tête, les yeux brillants. Il n'avait pas besoin de l'entendre. Il le voyait déjà. Combien ? Demanda-t-il d'un ton sec. Combien pour l'adopter ? Kelly recula légèrement. Ce n'est pas si simple. Hunter n'est pas un chien adoptable dans le sens classique. Il a des besoins particuliers, des réactions imprévisibles, des cauchemars, un passé lourd. Combien ? Répéta Thomas, plus fermement. Elle hésita. 200 $. Mais il faut une procédure, une vérification de domicile, des formulaires, une formation. Il faut qu'on s'assure que vous êtes capable de... Je ferai tout ce qu'il faut, coupa Thomas. Remplissez les papiers. Il fallut près de 3 heures. Antécédents, vérification, mes questions sur sa maison, ses habitudes, son expérience des gros chiens. Aucune. Des animaux traumatisés ? Aucune non plus. Hunter, lui, était resté tout ce temps à côté du fauteuil d'Ellie. Il ne bougeait que pour renifler doucement ses doigts, et à chaque fois le doigt tremblait, faiblement, mais volontairement. Kelly finit par glisser un dossier vers lui. Il y a aussi ceci, le dossier médical de Hunter, ses antécédents, son régime alimentaire. Il prend un traitement pour ses douleurs articulaires liées à sa blessure à la hanche. Thomas signa les documents sans même les lire. Son regard ne quittait pas la main de sa fille. Elle avait bougé une 3e fois. 3 mouvements, 3 preuves. Kelly ajouta, un peu plus bas, « Il y a autre chose que vous devez savoir. Une chose que j'ai apprise hier soir. Le commandant de l'unité de son ancien maître a essayé de le retrouver. Hunter n'était pas un chien militaire ordinaire. Il faisait partie d'une unité d'opération spéciale, une unité classifiée. » Thomas se tourna vers elle, intrigué. « Quel genre d'entraînement ? Ce n'est pas clair. L'officier a dit que c'était confidentiel. Mais il a mentionné que Hunter avait été formé, avant les explosifs, pour détecter des anomalies physiologiques, des troubles médicaux, chute de glycémie, crise d'épilepsie, certaines formes de cancer, et qu'il avait un taux de réussite exceptionnel. » Thomas regarda le chien, allongé paisiblement contre le fauteuil, les yeux mi-clos, mais toujours tournés vers Ellie. « Tu veux dire qu'il pourrait sentir quelque chose chez elle ?» Kelly haussa les épaules. « Je ne peux rien promettre, mais ce genre de chien, on ne comprend pas encore tout ce qu'ils sont capables de faire. » Sur le chemin du retour, Hunter était assis sur la banquette arrière, calme et attentif. Il n'avait pas bronché en montant dans la voiture, pas un aboiement, pas un tremblement. Juste ce silence digne, cette posture droite, comme s'il savait, comme s'il comprenait la mission. Thomas jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ellie dans son fauteuil, le bracelet à son poignet, le chien qui veillait. En arrivant, comme par hasard, Martha se tenait sur son porche. Elle observa la scène, les bras croisés, un sourire presque moqueur sur les lèvres. « Alors, finalement, tu m'as écouté », lança-t-elle en descendant les marches. Thomas esquissa un sourire fatigué. « Ne sois pas trop fière de toi, Martha. » Elle s'approcha lentement, jaugeant Hunter avec précaution. Il ne broncha pas, mais ses oreilles se dressèrent. Elle tendit la main. Le chien renifla, puis accepta la caresse d'un air solennel. « Beau chien, un berger allemand, fidèle jusqu'à la fin. Tu connais son histoire ?» Thomas résuma brièvement. Militaire, blessé, orphelin. Martha hocha la tête. Il a vu des choses. Ça se lit dans ses yeux. Comme Harold, quand il est revenu de Corée. Un regard qui a traversé l'enfer. Elle observa Ellie, puis Hunter, silencieuse. Le chien s'était replacé immédiatement à côté du fauteuil. Il veillait. « Il l'a choisi ?» déclara-t-elle avec simplicité. « Ce n'est pas toi qui l'as adopté. C'est lui qui vous a choisi. » Thomas ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, il le savait déjà. Les jours qui suivirent l'arrivée de Hunter furent marqués par une transformation progressive, presque imperceptible mais constante. Ils s'étaient installés dans leur quotidien avec une facilité déconcertante. Pas d'aboiements inutiles, pas de maladresse. Hunter semblait connaître chaque rythme, chaque silence, comme s'il avait vécu là toute sa vie. Il dormait la nuit au pied du fauteuil d'Ellie, tête posée sur ses pattes avant.
les oreilles à l'affût du moindre bruit. Il mangeait sans empressement, attendait patiemment qu'on lui donne l'autorisation d'entrer ou de sortir. Et surtout, il restait près d'elle, tout le temps, comme s'il s'était donné une mission, comme s'il savait qu'elle dépendait de lui. La kinésithérapeute Jessica le remarqua immédiatement. « C'est fascinant », souffla-t-elle lors de sa séance du mercredi. « Je n'ai jamais vu un chien aussi calme et attentif. Il semble comprendre. » Elle installa Ellie pour la rééducation quotidienne et observa Hunter couché à côté, les yeux fixés sur les gestes de Thomas qui mobilisait les bras de sa fille. « On pourrait tenter de l'utiliser comme élément de stimulation, » proposa-t-elle, le faire interagir davantage avec elle, le stimuler pour qu'il provoque une réponse. Ce jour-là, pour la première fois, Ellie fit un effort visible. Lorsque Hunter posa doucement sa patte sur l'accoudoir, ses doigts s'écartèrent, un geste presque volontaire. Jessica enregistra la vidéo, les mains tremblantes. C'est elle, elle veut le sentir, elle veut le toucher. Thomas commença alors à chronométrer chaque réaction. Il prenait des notes précises, l'heure, le stimulus, la réponse. Il créa un tableau sur son ordinateur détaillant chaque moment où Ellie semblait émerger, même brièvement. Et à chaque fois, Hunter était là, présent, silencieux, connecté. Peu à peu, les routines changèrent. La musique classique laissait place à des sons plus naturels. Les pas de Hunter, le cliquetis de sa médaille, les halètements doux quand il posait sa tête sur les genoux d'Ellie. Et c'est là que les premiers signes de conscience réapparurent. Un jour, alors que Thomas lisait à voix haute, il vit les yeux d'Ellie cligner légèrement quand Hunter émit un léger grognement, pas d'agressivité, mais comme une alerte. Elle réagissait à lui. Le neurologue, Dr Irving Monroe, fut intrigué lors de leur visite mensuelle. Il avait accepté de venir à domicile à la demande insistante de Thomas, qui ne souhaitait plus exposer Ellie aux transports épuisants. Je ne peux pas affirmer scientifiquement que le chien est le facteur déterminant, mais il y a une progression, un réveil cognitif, faible mais mesurable. Il observe Hunter avec curiosité. Et vous dites qu'il reste auprès d'elle en permanence ? Il ne la quitte jamais, répondit Thomas. Il dort à ses côtés. Il anticipe certains de ses mouvements. Il la stimule comme aucun traitement ne l'a jamais fait. Le médecin nota l'information, mais son ton restait prudent. Attention à ne pas projeter vos attentes. Vous avez besoin d'espoir, je le comprends. Mais parfois, l'esprit voit ce qu'il veut voir. Thomas hocha la tête, mais au fond de lui, il savait. Ce n'était pas une illusion. Il ne rêvait pas ces petits gestes. Il ne les imaginait pas. Le soir même, alors qu'il rangeait les affaires d'Ellie, Hunter vint se poster près de lui, immobile, comme figé. Il grogna faiblement. Thomas se redressa. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux ?» Le chien tourna la tête vers Ellie, et c'est là qu'il le vit. Ses doigts s'agitaient, frémissant, plus nettement qu'avant. Et ses yeux, d'habitude vides, suivaient lentement les mouvements de la veilleuse au plafond. C'était la première fois que Thomas voyait sa fille suivre quelque chose d'aussi précis. Il prit sa main dans la sienne. « Ellie, tu m'entends ? Si tu peux, serre ma main, juste un peu. » Silence. Mais Hunter restait là comme une sentinelle, et puis soudainement, Thomas sentit une légère pression, un effleurement. Il serra les dents, les larmes aux yeux. « Tu es là, ma chérie, je sais que tu es là. » Les jours suivants furent marqués par des avancées irrégulières mais réelles. Un battement de paupières, un mouvement de tête très léger, une tentative de sourire. Jessica, en visionnant les vidéos, parlait désormais de « réponse volontaire intermittente », un terme clinique presque froid. Mais pour Thomas, c'était un miracle. Et tout cela avait commencé avec un chien. Il décida alors de faire quelque chose qu'il n'avait pas osé jusqu'ici. Raconter leur histoire. Il créa une page sur un forum de soutien aux parents d'enfants cérébrolésés. Il y posta une photo d'Ellie dans son fauteuil, la main posée sur la tête de Hunter, le titre du message « Quand un chien trouve la clé d'un esprit fermé ». Les réponses affluèrent, des dizaines de parents, de thérapeutes, d'anciens militaires. Certains partageaient leurs propres expériences avec des animaux de soutien. D'autres demandaient simplement des nouvelles. En quelques jours, la publication devint virale. Une journaliste locale, Andrea Finch, le contacta. « Je dirige une rubrique sur les miracles du quotidien. Votre histoire en est un. » Thomas hésita. Il n'aimait pas l'idée de médiatiser Ellie. Mais il se dit que, peut-être, cela pourrait aider d'autres familles à trouver une solution. L'article parut sous le titre « Ranger et Ellie ». L'alliance silencieuse qui défie la médecine. Car oui, ils avaient changé le nom du chien, officiellement. Thomas voulait tourner la page. Hunter appartenait à une autre vie. Il devenait désormais ranger, comme un gardien, un éclaireur, un protecteur. Et le nom lui allait parfaitement.
Depuis la publication de l'article, la maison des Keller ne désemplissait plus. Des curieux parfois, mais surtout des parents en quête d'espoir. Certains venaient de plusieurs États, juste pour voir de leurs yeux la fillette dans le fauteuil et le chien à ses côtés. Thomas avait d'abord été réticent. Il ne voulait pas transformer leur douleur en spectacle. Mais il comprit vite que ce n'était pas du voyeurisme. C'était une quête. Des familles désespérées qui cherchaient, comme lui, une lumière dans l'obscurité. Il commença alors à documenter davantage les progrès d'Ellie. Chaque geste, chaque battement de paupières, chaque contact avec Ranger. Et ces progrès, bien que lents, se multipliaient. Une semaine après le premier mouvement volontaire, Ellie tenta d'articuler un mot. Cela ressemblait à un « A » faible et rauque, mais c'était une tentative de parole. Ranger, couché à côté d'elle, dressa les oreilles comme s'il avait perçu quelque chose d'invisible aux autres. Et cette nuit-là, Thomas dormit à côté de sa fille. Pour la première fois depuis des mois, le cœur apaisé, Ranger, lui, ne quitta pas son poste. Un jour, Thomas reçut un appel inattendu. Une voix grave, militaire, se présenta comme étant celle du docteur Marcus Reed, vétérinaire militaire et ancien responsable du programme de rééducation canine pour chiens de guerre. « J'ai entendu parler de Ranger. Il a été sous ma supervision pendant un certain temps. Je voulais voir comment il s'en sort. » Thomas accepta de le recevoir. L'homme qui se présenta quelques jours plus tard portait encore l'austérité des bases militaires, cheveux très courts, regard perçant. Dès son arrivée, Ranger s'immobilisa, puis trotta doucement vers lui. Le renifla longuement, sans hostilité. Red s'agenouilla, gratta doucement la nuque du chien et murmura quelque chose que Thomas ne comprit pas. Ranger ferma les yeux un instant, une sorte de reconnaissance silencieuse. « Vous savez ce qu'il a traversé ?» demanda Red après s'être levé. Thomas hocha la tête. « Un peu, des missions spéciales, une perte, 2 retours d'adoption ratés. » Red le regarda longuement. Ce chien n'aurait jamais dû être remis en circulation. Il a vu des choses que même les soldats n'ont pas tous affrontées. Son maître, le sergent First Class David E. Landon, est mort en Afghanistan lors d'un assaut mal coordonné. Ranger a été blessé à la hanche gauche en le protégeant. Après ça, il a été placé dans une unité de réhabilitation, mais il n'a jamais vraiment décroché. Jusqu'à aujourd'hui, semble-t-il. Thomas ne répondit pas tout de suite. Il observait Ellie, installée dans son fauteuil, les yeux semi-ouverts, écoutant la voix grave du vétérinaire comme si elle en percevait les contours. Red se tourna vers elle. « C'est elle, n'est-ce pas ? C'est elle qui lui a donné une nouvelle mission. » Thomas acquiesça. « Je crois qu'il l'a choisie. » Red soupira. « Ce sont des animaux extraordinaires. Mais ils sont comme des soldats. Ils ont besoin de sens. S'ils n'ont plus de mission, ils se brisent. » À partir de ce jour-là, Red commença à venir plus souvent. Pas seulement pour Ranger, mais aussi pour Ellie. Il proposa une thérapie alternative. Utiliser les routines d'entraînement militaire du chien comme outil cognitif. Un exemple, faire réagir Ellie à des commandes simples données à Ranger. Si elle réagissait à certaines paroles, à certains mouvements, cela pouvait réveiller des connexions dormantes. Le protocole débuta en douceur. Ranger, assis. Ellie tournait parfois les yeux. Ranger, patte, et son doigt frémissait. Ranger, roule. Et le coin de ses lèvres semblait parfois s'étirer, à peine perceptible, mais réel. C'était comme si elle riait intérieurement, mais ne pouvait pas encore franchir la barrière physique. Les médecins restaient prudents, mais ils ne niaient plus l'évidence. Ellie progressait, et cela coïncidait toujours avec l'interaction avec Ranger. Le neurologue ajouta une mention spéciale dans le dossier médical. Interactivité canine à maintenir, corrélée à réaction volontaire discrète. Cela ne ressemblait plus à un miracle passager. C'était devenu un protocole. Un soir d'avril, alors que le vent caressait les rideaux et que le silence enveloppait la maison, Thomas s'assit au pied du fauteuil de sa fille, épuisé. Ranger comme toujours, reposait son museau sur les genoux d'Ellie. « Tu te souviens de la nuit où tu es né ?» murmura-t-il. « Ta mère n'arrêtait pas de me dire que tu serais plus forte qu'elle. Elle avait raison. Elle disait toujours que tu étais faite de lumière. Et regarde-toi maintenant. Même dans le noir, tu brilles encore. » Il posa sa tête contre son bras, fermant les yeux. Il sentit quelque chose effleurer sa joue. Un mouvement doux, il rouvrit les yeux. La main d'Ellie, tremblante, avait quitté la coudoir. Elle touchait sa joue. Et cette fois, il ne pleura pas. Il sourit. Parce que c'était elle. Ce n'était plus une coquille. Ce n'était plus une ombre. C'était sa fille, qui revenait. Minute après minute, un geste à la fois, avec l'aide silencieuse d'un soldat à 4 pattes qui, lui aussi, apprenait à revivre. Au fil des semaines, la routine de la maison changea subtilement mais profondément.
Les alarmes médicales laissaient plus souvent place au silence. Le fauteuil d'Ellie, autrefois immobile, se déplaçait désormais de pièce en pièce. Pas seul, bien sûr, mais dans une logique nouvelle. Thomas suivait ses regards, devinait ce qu'elle voulait voir, ce dont elle avait besoin. Parfois, elle fixait le piano dans le salon. Il la plaçait devant, déposait ses mains sur les touches et jouait quelques notes maladroites qu'il avait apprises pour elle. Et chaque fois, Ranger se couchait à leurs pieds, le museau tourné vers les vibrations du bois, comme s'il écoutait aussi. Le lien entre eux trois devenait de plus en plus palpable, une sorte de triangle invisible. Ranger ne réagissait plus aux bruits extérieurs, aux gens qui passaient devant la maison, aux voitures. Il ne répondait qu'à elle. À Ellie, le moindre tressaillement de ses doigts le faisait se redresser. Parfois, lorsqu'elle dormait, il approchait doucement sa truffe de son ventre, comme pour sentir ses rêves. Puis, un jour, Thomas fut contacté par un producteur d'une émission télévisée nationale. Moments of Grace, un programme du dimanche matin consacré aux histoires humaines bouleversantes, voulait faire un segment sur Ellie et Ranger. Thomas refusa d'abord, il craignait l'exposition, la récupération, mais ce fut Martha, la voisine, qui le convainquit. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est celle d'Ellie, et peut-être celle d'autres enfants ailleurs qui attendent encore qu'on les réveille. Le tournage fut discret, une équipe réduite, une journaliste douce, sincère, du nom de Bethany Harper. Elle évita les clichés, se concentra sur les gestes, les silences, les regards. La caméra capta des instants d'une puissance inattendue, les yeux d'Ellie suivant le doigt de Thomas, le museau de Ranger frôlant sa main, un soupir presque imperceptible de la fillette pendant qu'on lui lisait un passage de son livre préféré. L'équipe repartit bouleversée. L'émission fut diffusée un dimanche matin à 10h. Elle ne devait durer que 5 minutes, elle en dura 12. Et elle devint virale, en 24 heures, plus de 2 millions de vues, en 48 heures, 10. Des milliers de commentaires, d'appels, de messages, des gens de tout le pays, des familles qui vivaient la même chose, des vétérinaires, des éducateurs canins, des anciens militaires qui avaient connu Ranger pendant ses missions. Tous disaient la même chose, on n'a jamais vu un chien comme lui. Une fondation vétérinaire spécialisée dans la réinsertion des chiens militaires appela pour proposer un soutien. Un laboratoire pharmaceutique contacta Thomas pour lui offrir gratuitement un traitement expérimental en lien avec les états de conscience minimales. Et au milieu de tout cela, Ellie continuait de progresser, lentement, inlassablement. Un matin, alors que Jessica commençait une séance de stimulation musculaire, Ellie tourna la tête, lentement, pour fixer Ranger, et dans un murmure presque inaudible, un mot sortit. Anger, pas parfait, pas complet. Mais Jessica eut un sursaut. « Tu as entendu ça ?» Thomas, resté figé, mit quelques secondes à réagir. Puis il éclata en larmes, car il savait ce que sa fille avait essayé de dire. Ce n'était pas danger, ce n'était pas un mot flou, c'était Ranger. Elle l'appelait. Le lendemain, il reçut une invitation officielle. La base de Fort Hamilton, dans le Dakota, organisait un événement en l'honneur des chiens militaires retraités. La commandante en charge, une certaine Emily Sheridan, avait vu le reportage. Elle souhaitait remettre une médaille posthume au maître de Ranger et honorer également le chien pour ses services. « Mais ce n'est pas tout », dit-elle au téléphone. « Nous aimerions qu'Ellie soit présente. Ranger semble avoir rouvert un chapitre. Ce serait l'occasion de le refermer dignement. » Le voyage fut organisé avec soin. Ambulance spécialisée, médecins accompagnants, fauteuil adapté. Une équipe entière se mobilisa bénévolement. Lorsqu'ils arrivèrent à la base, une haie d'honneur improvisée s'était formée. Militaires, familles, vétérans, enfants. Ranger descendit du véhicule le premier. Il s'immobilisa un instant, renifla l'air. Puis, lentement, il se dirigea vers la stèle érigée en mémoire du sergent David Landon. Il s'assit devant et se mit à gémir. Pas un cri, pas un hurlement, juste un son long, grave, contenu, un adieu. Ellie, dans son fauteuil, ouvrit grand les yeux et prononça son nom, cette fois clairement. Ranger. Le silence qui suivit fut sacré. Même les oiseaux semblèrent suspendre leur vol. Puis les larmes vinrent, pour tous, et personne ne les cacha. Le retour à Maple Grove fut presque irréel. Après l'émotion collective, la reconnaissance militaire, les interviews, les photos, il y avait quelque chose de profondément apaisant à retrouver les murs familiers, le vieux fauteuil dans le salon, l'odeur du café trop fort que Thomas préparait chaque matin, la routine des médicaments. Pourtant, tout était différent maintenant. Le monde avait vu Ellie, et plus important encore, le monde l'avait entendu. Un mot,
Son premier mot depuis l'accident, prononcé avec fragilité mais empli d'un poids immense. Ranger. Pas papa, pas maman, pas douleur, pas peur. Le nom du chien qu'il avait sorti du néant. Dès la semaine suivante, Thomas reçut une lettre manuscrite, le genre d'enveloppe qu'on n'ouvre plus que rarement de nos jours. L'expéditrice, Marlène Landon, mère du sergent David Landon. Elle écrivait d'une main ferme mais élégante. « J'ai vu l'émission, j'ai reconnu Ranger tout de suite. C'était le compagnon de mon fils. Et je sais, au plus profond de moi, qu'il vous a trouvé pour une raison. Ce chien est le dernier lien vivant avec David. Qu'il ait trouvé une nouvelle mission auprès de votre fille. C'est une paix que je n'espérais plus. » Elle termina sa lettre avec une demande simple. « Puis-je venir la rencontrer ?» Thomas répondit immédiatement. Bien sûr. Une semaine plus tard, Marlène se présenta à la porte avec un bouquet de pivoines blanches. Elle avait la voix douce et la dignité de ceux qui ont pleuré trop souvent pour gaspiller encore des larmes. Dès qu'elle entra, Ranger se redressa, s'approcha d'elle, renifla doucement sa main, puis posa sa tête contre son ventre. Elle l'enlaça, longuement, en silence. Et ce moment, même Thomas ne le brisa pas. Il savait qu'il n'y avait là rien à expliquer, rien à dire. Marlène s'approcha ensuite du fauteuil d'Ellie. « Bonjour, petite lumière », dit-elle doucement. Ellie tourna les yeux. Pas un mot, mais un clignement clair, comme un salut. Et Ranger se coucha entre elles deux, liant leur histoire par sa simple présence. Ce jour-là, Marlène offrit à Thomas un carnet, l'agenda militaire personnel de son fils, retrouvé parmi ses effets. À l'intérieur, au crayon, une phrase « S'il m'arrive quelque chose, je veux que Ranger continue à servir. Il est né pour ça. » Thomas lut cette ligne une dizaine de fois. Puis, il referma le carnet. C'était écrit. Il n'y avait plus de doute. Ce chien n'avait pas été sauvé. Il avait été envoyé. Les progrès d'Ellie s'accélérèrent. Lentement, elle gagna en tonus. Elle pouvait maintenant cligner 2 fois des yeux pour dire oui, 1 fois pour dire non. Elle reconnaissait les voix, les sons, les musiques. Et surtout, elle riait. Un petit rire, encore fragile, presque silencieux, mais un vrai rire. Il survenait presque exclusivement lorsque Ranger faisait quelque chose d'inattendu, comme essayer de grimper sur le canapé, ce qui lui était formellement interdit, ou lorsqu'il éternuait bruyamment après avoir reniflé trop près du pot de basilic. Jessica, toujours aussi investie, proposa une chose nouvelle, un enregistrement quotidien. Chaque jour, Thomas filmait une courte séquence. Une interaction entre Ellie et Ranger. Un mot, un geste, un regard. L'objectif n'était pas seulement thérapeutique, c'était une mémoire, une preuve. De la route parcourue, et bientôt ces vidéos devinrent elles aussi virales. Une série informelle naquit, Ranger et Ellie. Une lumière dans le noir. Chaque épisode faisait quelques minutes. Mais les gens s'y accrochaient. Ils attendaient la suite. Et dans les commentaires, une communauté se forma. Des gens qui priaient, qui espéraient, qui racontaient leurs propres combats. Et puis, il y eut ce matin particulier. Thomas préparait le petit déjeuner. Ranger, fidèle à lui-même, était déjà en alerte près du fauteuil d'Ellie. Mais quelque chose changea. Soudain, le chien gémit, fort presque plaintif. Puis il se mit à tourner autour du fauteuil. Thomas accourut. « Qu'est-ce qui se passe, mon grand ?» Et là, il la vit. Ellie, le regard plus concentré que jamais. Elle tentait de lever son bras. Pas seulement de le bouger, de l'élever, lentement, centimètre par centimètre. Ranger aboya. Pas d'excitation, pas de peur, mais une alerte, un signal, regarde. Et ce bras, celui qu'elle n'avait pas bougé depuis 9 mois, se leva, pas complètement. Mais assez pour que sa main atteigne la tête de Ranger, elle le toucha, volontairement. Elle l'avait caressé, Thomas ne cria pas, il ne pleura pas. Il s'agenouilla, il posa sa main sur celle de sa fille et murmura « Tu es en train de revenir, je savais que tu le ferais. » Après ce jour-là, rien ne fut plus jamais pareil. Ce simple geste, cette main qui avait effleuré le crâne de Ranger, fit basculer tout l'univers de Thomas. Le lendemain, Ellie releva légèrement la tête pendant une séance avec Jessica. 2 jours plus tard, elle remua les lèvres en écoutant une chanson qu'elle aimait autrefois. Et le surlendemain, elle prononça une phrase, complète, tremblante, irrégulière, presque inaudible, mais une phrase. « Où est Ranger ?» Thomas n'avait pas dormi de la nuit. Il avait rejoué ces mots dans sa tête encore et encore. Il les avait répétés à voix haute, à voix basse, en silence. Il les avait écrits sur un post-it, puis sur un tableau blanc, puis dans un carnet. Il voulait s'en souvenir toute sa vie. Ces 4 mots, leur simplicité, leur poids, leur beauté. La vidéo de ce moment fut publiée comme les autres. Mais cette fois, elle fit exploser tous les compteurs. 50 millions de vues en 3 jours. Des chaînes nationales relayèrent l'histoire.
Même des plateformes étrangères diffusèrent la séquence, traduite dans une dizaine de langues. Des médecins, des neurologues, des spécialistes de la cognition infantile s'y intéressèrent de près. Certains criaient au miracle, d'autres, plus prudents, évoquaient un réveil cognitif rare mais possible dans des cas de lésions modérées du lobe pariétal. Mais tous s'accordaient sur un point, quelque chose d'exceptionnel se produisait dans cette maison. Et au centre de tout, il y avait ce chien, Ranger, le chien soldat devenu thérapeute. Une fondation privée proposa de financer un centre de rééducation spécialisé pour Ellie et d'autres enfants dans son cas. Il souhaitait créer une unité pilote, une section où des animaux sélectionnés, tous anciens chiens de travail, accompagneraient des enfants en phase de retour à la conscience. Thomas refusa d'abord, il avait peur de tout changer. Peur que sortir Ellie de son cocon la perturbe. Mais ce fut Ellie elle-même qui, un matin, après avoir longuement fixé un dessin sur le frigo, souffla « Je veux aider », comme Ranger. Alors il accepta. Le centre fut construit en 5 mois, en périphérie de Maple Grove, moderne, lumineux, conçu pour les enfants comme pour les animaux. On l'appela Horizon. Lors de l'inauguration, Ellie fut poussée sur scène par Thomas, habillé d'une robe bleu ciel et d'un châle tricoté par Martha. Ranger marchait à côté d'elle, muselée non pas par peur, mais par respect du protocole. La salle entière se leva, non pas pour applaudir, mais pour saluer. Ce n'était plus une fillette accidentée, c'était une survivante, une pionnière, une preuve vivante. Thomas prit la parole, sa voix tremblait. Ce que vous voyez ici aujourd'hui n'est pas une histoire de miracle, c'est une histoire de lien. Un lien entre une âme perdue et un cœur blessé. Ranger n'est pas un chien magique. C'est un être vivant qui a connu la douleur, le deuil, le vide, et qui malgré tout a tendu la patte. Il a tendu la patte à ma fille, et elle l'a saisie. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait lentement, une femme d'une 40aine d'années, discrète, aux traits tirés, l'aborda. Elle tenait la main d'un petit garçon aux yeux éteints. « Il s'appelle Jude ?» dit-elle doucement. « Accident de vélo, 6 mois. On m'a dit que vous comprenez. » Thomas ne dit rien. Il se pencha, posa une main sur l'épaule du petit garçon et lui montra Ranger assis un peu plus loin. « Tu veux le rencontrer ?» Jude ne réagit pas, mais sa mère pleurait déjà. Quelques minutes plus tard, le garçon, toujours silencieux, touchait la fourrure de Ranger. Et pour la première fois depuis l'accident, sa main resta posée. Pas un spasme, pas une fuite, juste un contact prolongé, un ancrage, et Thomas sut, ce n'était que le début. Ranger avait encore du travail, et Ellie aussi, car maintenant, elle ne se contentait plus de revenir à elle. Elle montrait le chemin à d'autres. Avec le temps, la réputation du Centre Horizon s'étendit bien au-delà des frontières de l'État. Des enfants affluèrent de partout, portés par la rumeur d'une méthode nouvelle, inspirée non pas d'un médicament, mais d'un chien. Les médecins venaient observer, prendre des notes, échanger avec Thomas et l'équipe. Mais ceux qui faisaient vraiment la différence, c'étaient les chiens. Des anciens du service militaire comme Ranger. Blessés, parfois mutilés, tous marqués à leur manière. Et pourtant, chacun semblait trouver un lien unique avec un enfant. Comme si la douleur les connectait. Comme si le silence partagé devenait un langage secret. Ellie, elle, continuait de progresser. Elle parlait désormais par phrases courtes. Elle pouvait répondre aux questions simples, exprimer une émotion, une envie. Elle souriait souvent, surtout quand Ranger entrait dans une pièce. Elle riait parfois, surtout quand il faisait mine d'aboyer sans bruit, un petit jeu qu'ils avaient développé ensemble. Le fauteuil faisait toujours partie de sa vie, mais elle commençait à redécouvrir ses jambes. Les séances de kiné devenaient plus intenses, parfois éprouvantes, mais elle ne reculait jamais. Et Ranger était toujours là. Chaque fois qu'elle faiblissait, il s'approchait, posait doucement sa tête contre sa jambe, et elle reprenait. Thomas, de son côté, avait changé aussi. Il avait repris son travail à distance, mais différemment. Il ne dessinait plus des immeubles, des hôtels ou des centres commerciaux. Il dessinait des lieux de vie pensés pour le soin, la récupération, la lumière. Il mit son expertise au service d'autres structures, d'autres centres. Son nom circulait désormais comme celui d'un père résilient autant que d'un architecte engagé. Mais au fond, il savait que le cœur de tout ce qu'il faisait restait à la maison, dans cette pièce baignée de soleil, où Ellie, chaque matin, prononçait son premier mot du jour, Ranger. Un soir de juillet, alors que le vent d'été caressait les arbres et que la lumière dorée se posait sur les vitres, Thomas surprit une scène. Ellie, assise dans son fauteuil près du jardin, tenait un livre entre ses mains.
Elle ne le lisait pas encore, mais elle tournait lentement les pages, les yeux concentrés. Ranger était allongé à ses pieds, la tête levée vers elle, et soudain, elle prononça une phrase qui résonna comme une victoire. « Tu veux que je te lise une histoire, mon grand ?» C'était la première fois qu'elle ne demandait pas, mais qu'elle offrait. La première fois qu'elle ne cherchait pas à recevoir, mais à donner. Un changement subtil, mais fondamental. Thomas les observa sans intervenir. Il sentit sa gorge se nouer. Il pensa à ce qu'ils avaient traversé, à ce qu'ils avaient perdu, mais aussi à ce qu'ils avaient reconstruit. Pas comme avant, mieux. Cette nuit-là, Ranger refusa de dormir dans le couloir, comme il le faisait parfois lorsqu'il sentait qu'Ellie allait bien. Il insista pour rester à ses côtés. Et vers 2 heures du matin, il aboya, un seul aboiement, section puissant. Thomas se leva en sursaut, courut jusqu'à la chambre. Ellie était en train de convulser. Une réaction neurologique imprévisible, un spasme soudain. Ranger était déjà debout, aboyant de nouveau, alertant, refusant de reculer. Les urgences furent appelées. Les médecins arrivèrent rapidement. Stabilisé en moins de 30 minutes, le chef de l'équipe médicale déclara plus tard « Si le chien ne vous avait pas réveillé immédiatement, cela aurait pu être bien pire. Il a réagi avant que les machines ne détectent le changement. » Thomas s'assit ce soir-là dans le silence de la cuisine. Ranger vint se coucher contre lui. Il le caressa longuement, sans un mot, puis il souffla « Tu continues à la sauver, encore et encore !» Et dans ses yeux, il ne vit ni fierté, ni fatigue, juste une forme de paix. Une paix que peu d'êtres humains connaissent. Les années passèrent, et avec elles, l'histoire d'Ellie et de Ranger devint une légende discrète. Pas une de celles qu'on crie sur tous les toits ou qu'on transforme en film, mais une légende tissée dans le cœur de ceux qui avaient vu, ceux qui avaient compris. Ellie continua à grandir. Elle marcha d'abord avec assistance, puis seule. Elle parla d'abord par mots, puis par idées. Son esprit, longtemps enfoui sous les décombres d'un accident qu'elle n'avait jamais vu venir, retrouvait sa forme, sa voix, sa lumière. Ranger, lui, vieillissait. Son pas se faisait plus lent, son regard plus profond encore, mais il restait le même, fidèle, présent. Chaque jour, sans exception, il se tenait près d'Ellie, attentif, patient. Il ne la guidait plus seulement physiquement, il l'accompagnait dans tout. Dans les silences, dans les peurs, dans les rires, il n'était plus un chien, il était une part d'elle. À 12 ans, Ellie prit la parole devant une salle comble lors d'une conférence sur la neuroplasticité infantile. Sa voix était claire, assurée. Ranger était allongé derrière elle, une médaille accrochée à son collier. « Beaucoup disent que je suis une miraculée », déclara-t-elle ce jour-là. « Mais je ne suis pas un miracle. Je suis le fruit d'un lien. Celui entre un homme qui n'a jamais cessé de croire en moi et un chien qui a su m'attendre. Ranger ne m'a pas seulement aidé à revenir, il m'a appris à vivre. » La salle resta silencieuse, suspendue à ces mots. Et au fond, Thomas, assis aux côtés de Marlène Landon, se redressa. Il vit en sa fille non plus l'enfant brisé, mais la jeune fille qui avançait. Et il vit dans le regard de Ranger une fierté tranquille, comme si le chien avait compris que sa mission touchait à sa fin. Non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'elle, désormais, pouvait marcher seule. Ce soir-là, Ellie resta un long moment assise à côté de lui, dans le jardin. Le ciel était clair, les étoiles bien visibles. Elle posa sa main sur la tête de son vieux compagnon. « Tu peux te reposer, tu sais ?» Ranger leva les yeux vers elle. Il ne répondit pas, bien sûr. Mais il ferma les paupières, doucement, comme pour dire « Je sais, et je suis prêt ». Il s'éteignit paisiblement 3 mois plus tard dans son sommeil. Aucun gémissement, aucun signe d'alerte, juste un souffle, puis un silence. Thomas le trouva au petit matin roulé contre le fauteuil d'Ellie comme au premier jour. La cérémonie fut intime. Un petit carré de terre sous le vieux saule dans le jardin. Une plaque gravée, Ranger, gardien des silences, éclaireur des ombres, ami fidèle, et en dessous une phrase d'Ellie. Il a tendu la patte, j'ai suivi. Horizon continue aujourd'hui d'accueillir des enfants venus de tous les horizons, avec leurs douleurs, leurs espoirs, leurs silences. Chaque salle porte le nom d'un chien. Et celle d'Ellie s'appelle simplement la pièce de Ranger. On y entre sans bruit, on y marche doucement, et parfois, sans qu'on sache pourquoi, un enfant lève les yeux vers une chaise vide, sourit et dit « Tu l'as vu toi aussi ?» Certains n'y croient pas. D'autres savent. Et Thomas, désormais grand-père, continue de raconter l'histoire. Pas pour faire pleurer, pas pour impressionner, mais pour qu'on n'oublie jamais, parfois, ce qui sauve une vie n'est ni une machine, ni un traitement. C'est juste une présence, une loyauté, une patte tendue et un amour qui ne demande rien d'autre que d'exister.